moins 1, matrice K. Maintenant, on va faire la même procédure. Donc il faut que les valeurs propres de cette matrice d'amplification soient inférieures ou égales. On va l'avoir ça. Donc, lambda est de G. Donc les valeurs propres de cette matrice égale à quoi? C'est les valeurs propres de la matrice quantique qui sont 1 moins delta T, 1 moins 1K, on les appelle les LI, c'est les valeurs propres du produit matriciel 1 moins 1K. Et quand M il passe sur des matrices symétriques et définies donc ces valeurs propres sont positives, donc ça doit être, pour que ça soit, ne simplifie pas, donc soit inférieur ou égal à 1. Delta T est toujours positif, LI est positif, d'accord? Donc il ne reste que à vérifier que 1 moins delta T LI soit supérieur ou égal à moins 1. Donc ici on voit que delta T, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 2 CPS, c'est ça? 2 CPS. Bon, LI c'est les valeurs propres, mais ce qui nous intéresse nous, donc on peut remplacer LI par Nmax, c'est-à-dire toujours c'est le rayon spectral. La valeur propre, la plus grande, en valeur absolue. Donc le critère de stabilité, donc maintenant on voit que pour un schéma explicite, pour que le processus soit stable, c'est-à-dire que ne s'amplifie pas exponentiellement, d'accord? Donc le choix de delta T est, c'est-à-dire il faut qu'il obéisse cette relation. C'est ce qu'on appelle le critère de la stabilité. Critère de la stabilité du schéma explicite. Donc le choix de delta T est, il faut qu'il obéisse ce critère de stabilité. Donc delta T il faut qu'il soit inférieur ou égal à 2 sur L max. L max c'est la valeur propre max de 1 moins 1K. C'est le rayon spectral de ce produit matriciel. D'accord? Qui est en fait une matrice. Bien sûr, dans la pratique, on va choisir delta T strictement inférieur. Les valeurs rentrent dans la pratique. Donc delta T, on va toujours inférieur à 2, K, etc. fois à cette valeur. Donc c'est ça notre discussion sur la stabilité. Mais ce qu'on a, c'est-à-dire vu jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle ça, c'est une approche globale de la stabilité. C'est-à-dire qu'on a considéré le système global. Donc il est basé sur la recherche des valeurs propres de cette matrice d'amplification. Donc, mais cette approche, bien sûr, c'est la plus exacte, mais comme vous savez, c'est pour rechercher des valeurs propres, des fois c'est pas facile de rechercher des valeurs propres de ces matrices-là. D'accord, c'est pas évident, donc prend beaucoup de temps, beaucoup de calcul. Donc, on a une autre approche. C'est-à-dire approche locale de l'étude de la stabilité. Notre approche locale. C'est-à-dire, on va, dans ce système discret d'équations que ce soit explicite ou implicite, on va choisir une équation discrète. D'accord? Donc l'approche locale, c'est ressemble à celui de la méthode de différence finie. Reconsidérer l'équation de départ du I sur dt égale d sur dx gamma du I sur dx plus s. D'accord? On va appliquer un schéma aux différences centrées. D'accord?
et étudier la stabilité. Par exemple, par la méthode de von Neumann. Donc ici, ça dit on va appliquer la méthode de différence finie, mais centrée d'ordre 2, parce que une méthode de différence centrée d'ordre 2 est équivalente à la méthode qu'on a utilisée, qui est d'ordre 1. On a discuté du terme total, c'est-à-dire par le schéma de Euler qui est d'ordre 1. Donc, mais là, pour l'équivalence, il faut appliquer un schéma centré d'ordre 2, qui est équivalent dans nos cas des éléments finis à d'ordre 1. D'accord? Et là, ce sera bien sûr plus simple que cette méthode matricielle. D'accord? On va étudier cette stabilité, par exemple, par la méthode de von Neumann. Donc, si vous faites ça, avec cette méthode-là, pour le schéma explicite, parce que le schéma explicite, lui, qui est conditionnellement stable. Pour le schéma implicite, il est inconditionnellement stable. Si vous faites ça, d'accord, pour le schéma explicite, donc delta t à choisir pour ce problème doit être inférieur à LE au carré sur 4 fois gamma pour cette équation. Pour les applications du TP, donc pour le schéma explicite, donc delta t doit être le critère de la stabilité du schéma. Et on termine avec ça pour le problème qu'on a vu aujourd'hui, problème instantanéen d'ordre 1 dans le temps. Bon, salam alaikum. On passe maintenant à une nouvelle leçon de l'application de la méthode des éléments finis pour le cas des problèmes multidimensionnels. Donc, méthode des éléments finis pour des problèmes multidimensionnels. Donc, tout ce qu'on a vu auparavant, c'était l'illustration de cette méthode pour des problèmes unidimensionnels ND. On a vu le problème stationnaire. Maintenant, on va voir dans le cas à 2 ou 3 dimensions. Bon, on va illustrer à travers l'équation de Poisson pour le cas un problème stationnaire elliptique. Un problème elliptique, l'équation de Poisson. L'équation de Poisson, c'est Laplacien de U, d'accord, égale à F. Laplacien de U, c'est la dérivée secondaire. Si on connaît les cartésiens, c'est Laplacien de U, c'est, on connaît cartésien, c'est U sur dx2, d2u sur dy2, d2u sur dz2, ça, dans le cas général. On coordonne cartésienne ou on coordonne cylindrique ou sphérique. Voilà. Donc, Laplacien de U est égal à F, ou bien on va garder la même notation égale à S, c'est terme source. S. Bien sûr, dans oméga, dans le domaine oméga, dans un domaine oméga. Ça, c'est dans oméga. D'accord. Bien sûr, plus des conditions limite. Conditions limites. D'accord. Bon. Ainsi, du terme de source, F. Si delta U est égal à 0, c'est l'équation de Laplace. Donc, si S est égal à 0, on a affaire à l'équation de Laplace. Donc, le Laplacien est noté comme ça. Delta, c'est le Laplacien. On le note comme ça, ou bien on le note comme ça. D au carré. Donc, Laplacien de U, c'est quoi? C'est divergence. Produit scalaire de ce là. Alors, du gradient de U. Donc, c'est ça. Laplacien de U, c'est divergence du gradient de U.
U c'est une fonction scalaire, c'est la solution qu'on cherche, la fonction qu'on cherche, d'accord? Donc le gradient de U, ça c'est un vecteur. Le gradient de U c'est un vecteur. Donc on va passer, c'est un scalaire. Bon, la mise en œuvre de la méthode, c'est les mêmes étapes comme on a fait au cas indé. D'accord? Là on a avec un problème elliptique, multidimensionnel et stationnaire, qui ne comprend pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On va appliquer la méthode de Condorcet, c'est-à-dire qu'on va approximer la solution par le sous-approximé, donc delta U tilde, c'est solution approchée. Donc, alors, Laplacien de U tilde, maintenant moins S, égale à quoi? Est égal à R. R, c'est le résidu. D'accord? On va minimiser ce recul de manière pondérée. Donc, on va intégrer oméga W R d oméga égale à 0. W, c'est la fonction quoi? R, c'est le résidu. W, c'est fonction quoi? On garde la même notation. R, résidu. Le résidu. Bien sûr, W dépend ici de X et de Y, parce que X, Y jusqu'à Z, si on est en 3, si on est en dit X, Y, dans le cas général, R dépend de X, Y, Z. Si on est dans le cas de D, si on est dans le D, bien sûr, on n'a que X et Y. Donc, alors, oméga, W, R c'est quoi? C'est Laplacienne de U tilde moins S, d oméga égale à 0, égale, alors W, Laplacienne de oméga, on va distribuer l'intégration, moins l'intégrale sur oméga, W, S de oméga égale 0. Ça, on est à présent dans la méthode des résidus pondérés. Maintenant, à partir de là, avant de démarrer la méthode des éléments finis, donc, on va obtenir ce qu'on appelle la formulation faible, weak formulation, faible, qu'on a appelé psi. Pour pouvoir trouver cette formulation, on va utiliser une intégration par partie, qui se compte de local unidimensionnel. On va l'appliquer là où figure la dérivée dans les problèmes là, la dérivée la plus grande ici, c'est la dérivée seconde, Laplacienne de U tilde. On va appliquer une IPP, intégration par partie, pour obtenir la formulation faible qu'on appelle psi. Psi, c'est-à-dire IPP à ce terme. W, Laplacien de U tilde de oméga. Bon, donc c'est maintenant une intégration par partie en multidimensionnelle. Donc on va utiliser l'une. On a cette intégration par partie, c'est la formule de Green, l'une des unités de Green, c'est l'intégration par partie en multidimensionnel. Donc là, on va identité de Green. Donc, alors, peut-être qu'on va la démontrer. Bon, alors, ça on peut l'écrire comme ça. Oméga W, qu'est-ce que divergence du gradient de U tilde d oméga. Parce que le Laplacien de U tilde, c'est divergence du gradient. Et on a cette identité, c'est pour un scalaire. Pour un scalaire lambda et un vecteur, par exemple, vecteur A, on sait que, alors, divergence
de lambda A, le produit scalaire pour le vecteur, égale à lambda divergence de A plus A produit scalaire gradient de lambda. Si on identifie ici que A, notre vecteur ici A, en identifiant A dans notre équation ici, A, c'est le vecteur gradient utile. A, gradient utile, c'est A, divergence de A. Et notre scalaire, la fonction scalaire, c'est la fonction quoi? La fonction quoi? D'accord. Là, on a W, gradient, divergence du gradient de W, du utile A, d'accord? Ou bien, c'est lambda, divergence de A, d'accord? Donc, lambda, divergence de A. Donc, à partir de là, on voit que lambda divergence A égale divergence de lambda A moins A produit scalaire gradient de lambda. Donc, ça égale, on va remplacer ça ici avec lambda W et A gradient de utile A. Donc, égale sur oméga alors divergence alors lambda, voilà, divergence de lambda, divergence de alors W gradient de utile A d oméga, on va séparer l'idéal moins sur oméga A c'est gradient de utile A produit scalaire gradient de W d oméga. Donc, là, oméga c'est un domaine, d'accord? Donc, on a une autre identité, c'est-à-dire l'intégrale de divergence dans le domaine, dans un domaine donné, l'intégrale de divergence d'un vecteur, il est égal à, il est en relation avec l'intégrale de ce vecteur sur les frontières de ce domaine. C'est le théorème de divergence. On a aussi le théorème de divergence. Théorème de divergence. C'est-à-dire, alors, si pour le vecteur A, l'intégrale de la divergence de A dans le domaine oméga, d'accord, égale à l'intégrale sur d oméga. D oméga, c'est les frontières de oméga, d'accord, de A, D, d oméga. C'est le théorème du divergence. Donc, A, autant, scalaire, N, D, oméga. Donc, le scalaire de A, N est tout la norme. Par exemple, si oméga c'est un domaine comme ça, voilà oméga, l'intégrale de divergence de A dans ce domaine est égale à l'intégrale de ce vecteur A. Ici, c'est la circulation de A sur la frontière. Ça, c'est la frontière de oméga. D'accord? N, c'est la normale extérieure. On est à un point quelconque. Voilà notre N. La normale à cette frontière. Dans le cas 2D, c'est oméga, c'est une surface, d'accord? Donc, t oméga, c'est le contour de cette surface, d'accord? Ça devient une intégrale avec une curve sur le contour. Si oméga, c'est un volume, d'accord? Donc, la frontière qui limite le volume, c'est une surface, d'accord? Donc, ça, c'est oméga, ça, c'est une intégrale de volume, une intégrale de surface.
Et sur le cas 3D, dans le cas 2D, si ça c'est une surface, ça c'est une grade qui vient sur la frontière de cette surface. C'est cette ligne que là. On a ici pour le cas 2D. Voilà. Donc on va appliquer ce théorème de divergence. D'accord. A, voilà notre A, ici, gradient de utile d'un vecteur, on multiplie par un scalaire, il reste un vecteur. D'accord. Donc ce terme-là, il devient, on va appliquer ce théorème-là, théorème de divergence, à ce terme-là, il devient donc égal. Alors, on va transformer cet intégrale A. Bon, on va continuer avec le rouge. Alors, du oméga. De A scalaire M. A ici c'est W gradient utile d'A. Mais D sur D oméga. Ça sur le contour. Ou bien on cherche sur la frontière. Moins sur oméga maintenant. Alors, gradient W D oméga. Maintenant, comme vous le voyez, on a obtenu la formulation faible, on a passé, c'est-à-dire toujours, de la dérivée seconde à la dérivée première de la fonction recherchée utile. D'accord. Donc, alors, psi, notre formulation faible, s'écrit ici, égale. Alors, on remplace ici. Donc ça égale, alors, moins, on va commencer par ce terme-là, moins, on va remplacer cette expression là, ici. Donc, moins sur oméga, gradient utile d'un scalaire W d oméga, alors, moins, alors, sur oméga WS d oméga et plus l'intégration du contour W gradient de U tilde d oméga. Bien sûr, ça égale à 0. On va minimiser l'erreur. C'est ça la formulation faible. Oméga. Ça c'est oméga. Bon, alors, on passe ici. On remarque aussi que ce terme-là, c'est comme dans le cas 1D, ce terme-là, il s'applique sur la frontière du domaine. Donc ce terme-là, il correspond frontière, il est frontière de oméga. En fait, pour ça, là où c'est appliqué des conditions limites, ça, c'est le terme des conditions limites. Donc là, on est dans oméga, on est à l'intérieur de oméga, d'accord? Donc on peut écrire que psi est égal à psi I intérieur, ça psi intérieur, plus psi CDL. Ça, le terme, on sera traité à part des conditions de limite. Psi inter qui est appliqué égal. Alors, bon, on va garder ici tel qu'il est. Alors, moins, ou bien on va moins, oui, sur oméga. Alors, gradient de U tilde scalaire, gradient de W d oméga, moins, oméga, WS d oméga. Et si dl, c'est, on va le traiter plus tard lors de l'introduction des conditions pour limite. Maintenant, on a obtenu la formulation faible du problème. Maintenant,
on va passer à la méthode zélémophilie, c'est-à-dire on va discrétiser le domaine. On a le domaine oméga, on va le discrétiser en ce domaine. Maintenant, on est dans le cas multidimensionnel, c'est-à-dire 2D ou bien 3D. Si on est par exemple, maintenant il reste étape de discrétisation par élément fini. Si je prends le cas 2D, voilà notre domaine, on va le subdiviser. C'est-à-dire en sous-domaine. Si ce domaine-là, par exemple, comme ça. Ça, c'est les sous-domaines de oméga ou les éléments. On voit que ces éléments, on peut choisir plusieurs formes. Par exemple, ici, j'ai fait au cas général, cet élément est de forme quadrilatère, et cet élément est triangulaire, etc. Donc, en 2D, c'est des éléments. On peut choisir des quadrilatères ou bien triangulaires. Donc, de ce fait, c'est-à-dire au lieu maintenant, au lieu de discrimer psi, là, on traite pour l'instant psi interne. Donc, psi E, c'est-à-dire dans l'élément égal à moins, maintenant c'est oméga, mais c'est E, oméga E. C'est oméga E, ça c'est des oméga E. Ça, tout ça c'est oméga, ça c'est oméga E. Alors, voilà, du oméga E moins oméga E, le VS des oméga E. Maintenant, on a écrit la formation faible élémentaire et on a dit que c'est les mêmes étapes que K1D. Maintenant, il nous reste à évaluer ces intégrales-là, donc approximées par les fonctions par élément fini des fonctions figurant dans ces intégrales, c'est-à-dire le U tilde, ici et W. Est-ce que terme de source, c'est la donnée du problème? Dans les problèmes, S, on connaît l'expression de ES, c'est des données. S, c'est comme oméga, c'est des données du problème, comme dans le cas 1D, S, A, B, gamma, etc. Bon, maintenant, on va, par exemple, on va choisir un élément triangulaire. Choix, on va prendre un choix, on va prendre choix, c'est-à-dire, c'est-à-dire on est dans le cas 2D. Bon, ici on a causé le cas 2D. Par exemple, en 3D, quadrilatère, c'est devient des parallélépipèdes, ou des tétraèdres, ou des pyramides, ou des éléments prismatiques, de le cas 3D. Dans le cas 2D, des quadrilatères ou des triangles. On va illustrer sur le cas 2D, cas 2D toujours, cas 2D.